Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Marlène-Dupuis. J'imagine que si vous n'avez pas été caché en dessous d'une roche dans les dernières semaines, vous avez vu passer aussi dans les médias, dans les médias sociaux, ce qui a vraiment attiré mon attention cette semaine, c'est-à-dire tout le débat autour du partage sur les territoires autochtones et non autochtones des ressources naturelles et particulièrement des ressources de la biodiversité. Et là, je vais parler particulièrement du conflit qui existe entre la communauté de la nation Sipeknaktik et la communauté de Saulniéville en Nouvelle-Écosse en ce qui entoure la pêche au homard et aussi par exemple par rapport au moratoire sur l'orignal qui existe aussi présentement dans le parc de la Vérandrie qui a été mis en place par la communauté Anishinaabe-Algonquine. Donc pourquoi est-ce que je veux parler de ça? Parce que c'est pas la seule instance de conflit qui existe. On pense encore aujourd'hui à tout ce qui touche la nation Wet'suwet'en. D'ailleurs, ça a des grands relents de la nation Wet'suwet'en, de la mobilisation de la nation Wet'suwet'en qu'on a eu cet hiver juste avant le confinement du COVID. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on parle de droits ancestraux autochtones, on parle de droits qui sont reconnus aussi par la Cour suprême. Et là, présentement, quand je parle de la pêche au homard, je pensais à l'arrêt Marshall qui a reconnu le droit aux communautés autochtones de pouvoir pêcher ou chasser pour une vie et un commerce modeste. Et là, encore une fois, c'est comment on définit qu'est-ce qui est une vie modeste, qu'est-ce qui est gagner sa vie pour un autochtone quand c'est embriqué dans des concepts nord-américains, dans des concepts coloniaux, mais par exemple qui sont reconnus par la Constitution canadienne aussi. Et qu'est-ce que ça amène comme conflit? Présentement, c'est assez clair. Il y a des cas de violence physique sur les pêcheurs Mi'kmaq. Il y a des cas d'agression, c'est-à-dire on va voir les pêcheurs traditionnels qui sont présentement sur l'eau avant l'ouverture de la saison officielle des pêcheurs commerciaux, et on voit que des pêcheurs commerciaux vont encercler le bateau de pêcheurs traditionnels, vont couper les cases et prendre les cases de pêche au homard des chasseurs Mi'kmaq. Il y a énormément d'agressivité, il y a énormément aussi de commentaires extrêmement violents en ligne. Et pourquoi est-ce que c'est une problématique? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent encore que ces droits-là sont reconnus. Et même présentement, il y a un appel à des associations de pêche d'enlever ces droits reconnus-là aux communautés autochtones. Et il faut que vous remontiez très loin aussi, dans les années 70, pour voir que ce débat-là existe depuis longtemps. Et qu'on a même utilisé l'idéologie de la conservation pour empêcher les communautés autochtones de pouvoir pêcher ou chasser sur leur propre territoire. Présentement, on soutient que la cinquantaine de pêcheurs Mi'kmaq va détruire la subsistance du homard alors qu'ils ont eux-mêmes leur propre quota de pêche, ils ont leur propre système en place, mais qui est géré par la communauté Mi'kmaq. Mais cette idée de conservation-là est vraiment poussée de l'avant par les pêcheurs commerciaux qui sont beaucoup plus nombreux et qui pêchent beaucoup plus que les communautés Mi'kmaq. Cependant, quand on voit aussi, quand c'est autour de la communauté autochtone de demander un arrêt de la pêche, un arrêt de la chasse, puis là je pense présentement aux Algonquins qui sont dans le parc de la Vérandrie et qui essaient de demander un moratoire sur l'orignal pour lui laisser une place de repos, puisque les chasses ont été de moins en moins fructueuses, eh bien, là, c'est le contraire. On nous empêchera pas d'accéder à notre orignal, on nous empêchera pas d'être des chasseurs, d'avoir notre viande. Alors, certaines idéologies qui ont été imposées par la colonisation, qui ont été imposées par la suprématie de certains groupes, sont utilisées pour ou contre les droits de pêche des chasseurs et des pêcheurs. Et ça, c'est extrêmement problématique. Je sais que c'est pas tout le monde qui va avoir envie de lire l'arrêt Marshall, mais c'est extrêmement intéressant. Et de lire aussi les arrêts qui concernent les droits ancestraux, puisque ce sont des droits qui sont jugés cas par cas, parce que chaque nation n'a pas accès aux mêmes droits ancestraux selon le territoire d'où il vient. Donc moi, je ne suis pas une Mi'kmaq pêcheuse de homard, mais on a une pêche de homard quand même qui existe chez les Inuits. Cependant, le droit de l'échange commercial, et ça, c'est là où la problématique vient pincer beaucoup les pêcheurs commerciaux, c'est le droit à l'échange commercial qui existe pour des nations comme les Mi'kmaq qui faisaient des échanges commerciaux de pêche avec les autres nations autochtones, ou par exemple les Mohawks qui faisaient des échanges commerciaux avec les autres nations, qu'est-ce qui a trait au tabac ou au maïs. Donc, cette présence dans l'économie commerciale vraiment dérange. On n'a pas de problème quand on pêche un poisson, quand on chasse un animal, même encore ça dérange beaucoup, vous seriez assez étonnés. Mais quand
il y a un apport par rapport à une capacité de vivre dans un milieu commercial. Ah ben là, tout d'un coup, l'identité autochtone devient vraiment très passéiste et on ne peut pas imaginer qu'il y a un échange et une transmission commerciale qui peut se faire entre nations. Cependant, il y a toujours la responsabilité qui vient avec l'échange, qui vient avec la cueillette sur le territoire, la chasse, la pêche. Toutes les nations, selon leur code culturel, leur code de nation, ont une responsabilité à respecter la capacité du territoire à se régénérer. Donc, cependant, c'est très difficile de les faire accepter par l'ensemble du public ou par le gouvernement. Et présentement, bien, on voit certains pêcheurs vouloir prendre la place des agents des pêches et océans, vouloir prendre même des places de policiers, alors que des fois, même la police n'est pas totalement active pour empêcher des actes de violence envers les communautés autochtones. Et énormément de problématiques présentement se passent dans les deux camps, mais particulièrement envers les camps des communautés autochtones. Alors, je vous inviterai à suivre ça, à suivre ce qui se passe chez les Mi'kmaq, ce qui se passe chez les Algonquins, ce qui se passe chez les Mohawks à Six Nations, ce qui se passe chez les communautés Wet'suwet'en, parce que ce sont des enjeux canadiens, cependant avec des droits autochtones, parce qu'il ne faut pas oublier que ces droits autochtones existent encore depuis le début de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont extrêmement intéressants, mais ils amènent énormément de périodes de contention entre autochtones et non-autochtones. Et là, on voit beaucoup de communautés essayer de travailler en co-gestion pour le territoire. Et souvent, c'est là qu'on va voir un avancement beaucoup plus éclairé par rapport à intégrer les savoirs ancestraux dans la gestion du territoire, des ressources, d'avoir une relation qui est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus respectueuse entre deux nations qui ont des frictions assez souvent quand c'est une question de cueillette sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur la question parce qu'elle est extrêmement large et pas encore très connue du public. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine.